Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. 120 000 personnes dans les rues de la capitale pour la Belgian Pride pour célébrer les droits de la communauté LGBTQIA+. Cela faisait 2 ans que le rassemblement n'avait plus eu lieu, pandémie oblige. On en parle avec Tidiem Kouach. Beaucoup moins de monde par contre pour l'ouverture du salon Batibo. Faut-il y voir un signe de la méfiance des Belges face à un marché où les prix sont particulièrement instables ? Eh bien c'est ce que nous verrons. Le personnel infirmier fuit les soins intensifs. C'est ce qui ressort d'une étude. Le coronavirus a laissé des traces. Reportage dans ce journal. Nous irons également en Chine, à Shanghai, où une partie de la jeunesse tente de quitter le pays en cause un confinement ultra strict, de moins en moins accepté par la population. Enfin, découverte d'une discipline sportive pas comme les autres. Le bras de fer avec ses codes, ses règles, ses champions aussi. Rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ils étaient donc plus de 100 000 dans les rues de Bruxelles ce samedi pour une Belgian Pride placée sous le signe de l'ouverture. Beaucoup de monde, dans la bonne humeur, mais avec des revendications. Antoine Dave, Cynthia Koskowitz, Dominique Dussard. Ils étaient des dizaines de milliers cet après-midi dans le centre de Bruxelles à participer à cette Belgian Pride, ode à l'ouverture des mentalités en faveur de toutes les communautés, homosexuelles, bi, trans ou autres. Tant de participants semblent montrer qu'il est aujourd'hui plus facile d'assumer sa sexualité, mais si une bonne partie de la société accueille avec bienveillance ces minorités, l'homophobie reste bien présente en 2022 en Belgique. Et quand on regarde les chiffres d'UNIA, on voit qu'en 5 ans, on a une augmentation de 104% des cas recensés d'homophobie, de transphobie ou de lesbophobie. Et en plus de ça, dans 43% des cas, c'est des agressions violentes. Donc on doit vraiment continuer à être visible, à montrer qu'on existe et à ouvrir le dialogue. Les couleurs arc-en-ciel s'affichaient fièrement cet après-midi dans la capitale. Et si c'est l'aspect festif qui l'emporte, la Belgian Pride se veut surtout militante, car être différent de la norme reste compliqué. C'est ma première Gay Pride et c'est super important, il y a encore tellement de stéréotypes qui sont présents, tellement de discrimination. Il est temps que les mentalités changent et que l'égalité soit beaucoup plus présente. Beaucoup de participants à cette Belgian Pride étaient très jeunes et parmi eux de nombreuses jeunes filles qui assument de plus en plus leurs préférences et n'hésitent plus à l'afficher avec fierté. Le fait de venir ici, de fêter le fait qu'on est tous libres comme on est et d'aussi nous assumer en fait, sans qu'il y ait de personnes malveillantes qui viennent nous voir et tout ça. Faites ce que vous voulez aujourd'hui, c'est la Pride. Si vous voulez embrasser un homme, embrassez un homme, une femme, un non-binaire, embrassez qui vous voulez. Juste faites la fête et amusez-vous. Toutes les générations étaient représentées cet après-midi à la Belgian Pride, des adultes qui viennent supporter leurs enfants et d'autres qui luttent depuis des années contre l'homophobie et qui ont donc vu évoluer la société. Ça évolue positivement, mais encore un peu avec des regards quand même comme ça. Il y a quand même de l'homophobie et ça, il faut laisser. Cette édition 2022 de la Belgian Pride se voulait moins folklorique que les précédentes et plus militante. Aucun char festif n'était par exemple présent. Les organisateurs espéraient attirer 100 000 participants, mais ce sont finalement 120 000 personnes qui ont arpenté les rues de Bruxelles cet après-midi pour appeler à la tolérance, à l'ouverture d'esprit et au respect de chacun. Dans la suite de ce journal, nous irons au Mali, où la Russie manœuvre politiquement et militairement. Décryptage dans un instant. Le Centre Wallon de recherche agronomique de Gembloux fête ses 150 ans. On y réfléchit à l'agriculture de demain. Reportage dans ce journal. Enfin, une rencontre avec les acteurs de la série à succès Demain nous appartient. Rendez-vous en fin d'édition. Mais tout d'abord, un chiffre. Le président américain Joe Biden a signé ce samedi une loi visant à fournir une aide de près de 40 milliards de dollars à l'Ukraine pour faire face évidemment à l'invasion de la Russie. La Russie qui a, elle, interdit l'accès à son territoire à 963 Américains, dont le président Joe Biden. Et on va s'arrêter un instant sur la politique étrangère de la Russie et plus particulièrement sur ses relations avec le Mali. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, vient de recevoir son homologue malien pour approfondir, je cite, un partenariat militaro-technique. Alors concrètement, que cherche la Russie au Mali ? Décryptage d'Isabelle Husson, Étienne Letellier et Quentin Warla. Une délégation malienne reçue à Moscou en pleine guerre, l'image peut paraître étonnante. Nous voudrions exprimer notre gratitude
pour l'efficacité avec laquelle la Russie a répondu à nos demandes pour pouvoir acheter des équipements militaires russes qui ont été délivrés dans des temps records. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dénonce la mentalité coloniale de Paris et de l'Europe au Mali. Le mécontentement des collègues français suite à l'aide des forces de sécurité étrangères n'est rien d'autre qu'une récidive de mentalité coloniale dont les Européens auraient dû s'être débarrassés depuis longtemps. Un rapprochement étonnant entre les deux pays alors que la Russie fait toujours la guerre à ses frontières. Pendant que la Russie bombarde l'Ukraine, et donc d'une certaine façon pendant que le Kremlin s'accroche à essayer de restaurer son empire continental donc autour de la Russie, finalement Moscou joue la carte discursive du soutien à la lutte anticoloniale sur le continent africain. La France vient de retirer ses troupes du pays dans un contexte sécuritaire dégradé et sur fond de tensions avec la junte militaire au pouvoir. Comment vouloir mettre un pays sous tutelle pendant que son armée est capable de recouvrer son intégrité territoriale? La Russie serait présente au Mali via la société Wagner, un groupe paramilitaire privé russe considéré comme un bras armé du Kremlin. Il y a une junte militaire au Mali qui utilise les services de la société privée Wagner, qui n'est pas reconnue, dont l'existence n'est pas reconnue par Moscou. Et donc dans le même temps, du coup, le Mali dément qu'il a recours à une société privée et parle de relations d'État à État. Diffuser un sentiment anti-français, s'implanter dans le pays, promettre du blé et former l'armée tout en lorgnant sur les matières premières, ce pourrait bien être quelques-unes des explications de la présence russe au Mali. En Australie, le parti du Premier ministre au pouvoir, Scott Morrison, vient de connaître une défaite aux élections législatives. Il va devoir laisser la place aux travaillistes qui sont arrivés en tête. L'inaction du gouvernement sortant sur le réchauffement climatique a, semble-t-il, joué un rôle clé dans cette défaite. Direction Shanghai à présent. Après 50 jours de confinement extrêmement strict, une partie de la population semble avoir perdu confiance dans la stratégie zéro Covid des autorités. Le ras-le-bol est tel qu'une partie de la jeunesse chinoise cherche à quitter le pays, et ce malgré les restrictions de voyage renforcées par le gouvernement. Reportage de nos correspondants en Chine, Antoine Morel et Lou Kissiela. C'est la file d'attente pour la gare de Shanghai. Jusqu'à 8 heures de queue pour fuir le confinement et la brutalité des autorités. Ici, la police veut emmener des patients négatifs à l'isolement, mais cet homme refuse. Si vous n'obéissez pas aux règles, vous serez sanctionné. La punition vous affectera sur 3 générations. Nous sommes la dernière génération, merci. Cette phrase est devenue virale, témoin de la peur de l'avenir. La colère, jusque dans la rue. Dans l'université de Pékin, l'une des plus prestigieuses du pays, les étudiants manifestent contre l'installation de barrières censées isoler leur dortoir. Ceux qui veulent se plaindre, vous pouvez en parler avec moi. Démolissez les murs d'abord! Une désobéissance rare. Très vite, ces images sont censurées. Pour protester, la seule solution, c'est quitter la Chine. Depuis le confinement de Shanghai, les recherches sur l'émigration explosent sur Internet, plus 3000% pour le Canada. Mais sauf exception, les Chinois ne sont plus autorisés à sortir du territoire. Il n'y a vraiment aucun moyen de prédire la politique nationale, mais la tendance générale est qu'elle devient de plus en plus stricte. Vous devez donc planifier votre départ le plus vite possible. Pour partir, il faut une bonne raison et des preuves, mutation professionnelle ou études universitaires. Les procédures sont longues, coûteuses et les informations sur les pays étrangers difficiles d'accès sur l'Internet chinois. Cet étudiant a mis 2 ans à émigrer aux États-Unis. Il témoigne anonymement par peur des représailles contre sa famille en Chine. Aujourd'hui, il aide ceux qui veulent partir à trouver les ressources nécessaires. Je suis très pessimiste quant au futur des individus en Chine. Il y a beaucoup de gens qui partagent mon point de vue, mais en raison des contraintes de leur environnement, ils n'ont pas accès aux informations sur l'immigration. Si les autorités empêchent les départs, c'est officiellement pour limiter le nombre de retours au nom de la lutte contre le Covid-19. Cette Chinoise a pu quitter Shanghai pendant le confinement, elle était en règle, mais elle ne sait pas quand elle pourra revenir en Chine. Je me sens coupable parce que je n'arrête pas de penser à ma famille et à mes amis qui sont toujours coincés en Chine. Ils me disent « on ne sait pas quand on te reverra ».
Si le gouvernement restreint les voyages, c'est aussi pour freiner la fuite des élites face aux mesures sanitaires. L'année dernière, la Chine n'a délivré que 8 millions de passeports, soit seulement 6% du total en 2019. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, la météo de Daniela Prepeliuk, suivie de l'émission Une brique dans le ventre. Excellente soirée sur la Une. À demain, 13h.